Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, lorsqu'on me demande quel est mon métier, j'évite de répondre que je suis assyriologue pour ne pas mettre mon interlocuteur dans l'embarras. Quand je le fais, on me répond parfois « Ah oui, vous travaillez sur les hiéroglyphes ». Et non, l'assyriologue n'est pas un égyptologue. Mais il est vrai que le mot assyriologue a été forgé par Renan en 1859 sur le modèle d'égyptologue. On doit cependant noter d'emblée une différence entre les deux disciplines. Alors qu'avait été fondée en 1880 la revue égyptologique, parut, à partir de 1884, chez le même éditeur, la revue d'assyriologie et d'archéologie orientale. Au contraire de l'égyptologue, l'assyriologue n'était donc pas ipso facto un archéologue. L'assyriologue s'occupait de déchiffrer les textes en langue assyrienne découverts en quantité dans le nord de l'Irak actuel, l'ancienne Assyrie, à partir de 1843. On s'aperçut peu après qu'outre l'assyrien, l'écriture cunéiforme avait servi pour une langue sœur, le babylonien. Babyloniens et assyriens avaient divergé vers 2000 avant notre ère à partir de leur ancêtre, une langue sémitique que leurs locuteurs eux-mêmes désignaient comme akkadien. Par ailleurs, à partir de 1877, les fouilles de Tello montrèrent qu'avant l'akkadien, le cunéiforme avait servi à écrire une langue complètement différente, le sumérien. La sumérologie devint donc peu à peu une branche particulière de l'assyriologie au sens large. Et la suite des recherches montra qu'au cours du deuxième millénaire avant notre ère, l'écriture cunéiforme fut aussi employée pour noter d'autres langues comme le hourite, le hittite ou l'élamite. Dès lors, le terme d'assyriologue est devenu ambigu. Dans son acception large, il désigne toute personne qui s'occupe de textes notés dans l'écriture cunéiforme. Mais ces textes, écrits dans des langues très différentes, relèvent de civilisations distinctes, même si elles ont été en contact suffisamment étroit pour partager une même écriture. C'est pour éviter cette ambiguïté que j'ai choisi d'intituler le projet qui vous a été présenté par Thomas Römer et Nicolas Grimal « Civilisation mésopotamienne », intitulé qui est devenu celui de la chaire que vous m'avez fait l'honneur de me confier. Une telle formulation met l'accent sur l'objet de l'étude et suppose par définition une approche pluridisciplinaire, j'y reviendrai. Elle maintient le parallèle avec la chaire d'égyptologie qui s'intitule « Civilisation pharaonique » et elle a l'avantage de s'inscrire dans le cadre de l'Institut des civilisations qui se constitue actuellement sur le site Cardinal Lemoine du Collège de France. Est-il légitime de parler de civilisation mésopotamienne ? Les anciens ne l'ont pas fait. Au IIIe et IIe millénaire, leur concept englobant était celui de Sumer et Akkad. Dans la seconde moitié du deuxième millénaire et au premier, ils opposaient Assyrie au nord et Babylonie au sud. On a de ce fait longtemps parlé de civilisation assyro-babylonienne. C'est André Parrot qui s'est fait l'avocat du concept de Mésopotamie dans un article de 1934, aujourd'hui bien oublié, mais qui a imposé ses vues. La Mésopotamie, ainsi entendue, n'est pas celle des Grecs ou des Romains qui coïncide avec le concept arabe de Djéziré. Elle additionne Assyrie et Babylonie. Depuis la découverte d'Ebla, on s'est rendu compte que le concept était trop étroit puisqu'il laissait de côté une grande partie de la Syrie. On a donc proposé l'adjectif syro-mésopotamien, plus juste mais un peu lourd. Je m'en tiendrai donc à civilisation mésopotamienne. Je voudrais ce soir montrer comment la syriologie s'est développée avec des conditionnements dont certains s'exercent encore aujourd'hui. Je vous entraînerai ensuite dans le laboratoire de l'assyriologue pour décrire ses méthodes de travail au quotidien et j'esquisserai pour finir quelques perspectives de développement auxquelles j'espère pouvoir contribuer ici dans les 10 prochaines années. Évoquer la façon dont sa discipline est née et s'est transformée au fil des décennies n'est pas seulement un rituel obligé dans toute leçon inaugurale, il ne s'agit pas non plus de céder à la mode actuelle de l'historiographie. Réfléchir à cette évolution permet en effet de mieux comprendre le présent et aide à préparer l'avenir. Le rôle moteur de la France dans l'histoire de l'assyriologie est bien connu. On sait la part qu'eut Jules Aubert dans le déchiffrement de l'écriture cunéiforme. C'est pour lui que fut créée au Collège de France en 1874 la première chaire d'assyriologie qui s'intitulait « Philologie et archéologie assyrienne ».
La revue d'assyriologie et d'archéologie orientale, fondée par Oppert 10 ans plus tard, est le plus ancien des périodiques de notre discipline encore vivant, dont j'ai l'honneur d'être le directeur. La redécouverte des Sumériens est également due aux équipes françaises successives qui fouillèrent le site de Tello à partir de 1877. 1905 est une date connue dans l'histoire de la recherche scientifique, puisque c'est alors qu'Einstein publia sa relativité restreinte. On sait moins que, la même année, François Thureau d'Angin fit paraître ses inscriptions de Sumer et d'Akkad, où il établit définitivement le déchiffrement de la langue sumérienne. 170 ans de fouilles ont livré des centaines de milliers de textes. Il faut se méfier de l'expression, que j'ai moi-même employée, de « sources qui nous sont parvenues ». D'abord parce que l'image de source pour décrire la documentation est malheureuse, s'agissant d'un Proche-Orient généralement aride et où les écrits sont le plus souvent gravés dans l'argile des tablettes. Certains parlent de gisements de tablettes. Un volume de mélange récent est intitulé « Mining the Archives ». À la métaphore du mineur, Parrot préférait celle du soldat quand il faisait dans la revue Syria l'inventaire du butin épigraphique de ses campagnes de fouilles à Mari. Tout est affaire de caractère. Par ailleurs, ces tablettes ne nous sont pas parvenues. Nous sommes allés les extraire des tels. On ne devrait pas non plus parler du hasard des fouilles, comme on le fait rituellement, car le fait que l'échantillon est biaisé n'est pas dû au hasard. C'est fonction des régions auxquelles les archéologues se sont intéressés, c'est dû au choix des quartiers qu'ils ont décidé de fouiller, privilégiant le plus souvent les grands sites et les grands bâtiments, où, de fait, on a le plus de chances de faire de belles découvertes. Les fouilles de sauvetage, souvent liées à la construction d'un barrage, ont plus d'une fois permis l'affluence de renseignements nouveaux sur des zones jusqu'alors peu connues. Des changements juridiques ont également joué un rôle dans l'histoire des découvertes. La loi des Antiquités de 1933 en Irak, mettant fin au partage des objets jusqu'alors pratiqués, a entraîné l'arrêt des fouilles d'Our ou la longue suspension de celle de Larsa qui venait à peine de commencer. L'influence des conditions diplomatiques a été considérable. Il est indéniable que la redécouverte de la civilisation mésopotamienne s'inscrivit dans le contexte de la concurrence entre Anglais, Français et Allemands, dans la seconde moitié du XIXe siècle, auprès d'un empire ottoman en déclin. Après son démembrement, la France obtint de la Société des Nations en 1920 un mandat sur la Syrie. C'est dans ce cadre qu'eut lieu la découverte du site de Mari et de son palais en 1933. Rappelons que c'est parce que le lieutenant Cabane, responsable du détachement français d'Abou Kemal, avait appris l'exhumation accidentelle d'une statue par des Bédouins, alors qu'ils enterraient l'un des leurs sur le Tel Hariri, qu'André Parrot fut envoyé en reconnaissance sur le site. Il devait y fouiller pendant 45 ans. Ce conditionnement persiste. Nos activités de terrain découlent directement des aléas de la politique. La fermeture de l'Iran, à partir de la fin des années 1970, a entraîné une recrudescence de l'activité archéologique en Syrie, comme le lancement des fouilles de Tel Leilan. Il faut ici souligner, notre administrateur l'a déjà dit, les drames successifs qu'ont été pour l'Irak l'embargo postérieur à la première guerre du Golfe, puis la décomposition de l'État après l'invasion américano-anglaise de 2003. Toutes les missions archéologiques ont été arrêtées en 1991, elles n'ont pratiquement pas repris depuis. Hélas, les fouilles clandestines se sont multipliées, entraînant la destruction complète de certains sites importants comme Issine. La violence qui sévit en Syrie depuis 2011, qui bien sûr nous brise le cœur pour tous ceux qui sont attachés à ce pays, a eu également pour effet d'interrompre les activités archéologiques officielles. Pour ne pas rester sur ces impressions désastreuses, qu'on me permette de terminer ce rapide tour d'horizon en évoquant une évolution récente plus positive. L'autonomie du Kurdistan a permis que dans cette région, où les dernières missions archéologiques dataient du début des années 1960, une activité intense reprenne depuis peu. Soutenue par le ministère des Affaires étrangères, par l'unité de recherche CNRS que je codirige avec Thomas Römer et par le Collège de France, une équipe a ouvert l'an dernier un nouveau chantier à Bashtapa où un lot de tablettes a déjà été découvert. Souhaitons que les difficultés actuelles puissent trouver rapidement une issue heureuse. L'assyriologie n'a pas seulement été marquée par les incertitudes du terrain. Il lui a fallu se constituer comme discipline autonome au sein de l'orientalisme.
Une date est symbolique à cet égard. En 1950, furent organisées à Paris les premières rencontres assyriologiques internationales. Elles permirent aux savants de notre discipline de surmonter les ruptures consécutives aux folies de l'Allemagne nazie, mais aussi de devenir autonomes par rapport au Congrès des orientalistes, qui était jusqu'alors le cadre privilégié des contacts internationaux entre assyriologues. Ces rencontres se poursuivent tous les ans, la dernière ayant eu lieu à Varsovie en juillet. L'assyriologie a dû aussi s'émanciper des études bibliques. Il est vrai que les recherches à Ninive ont d'abord été liées à Jonas. L'intérêt de Woolley pour Our se rattachait à la figure d'Abraham et au récit du déluge, et l'on pourrait multiplier les exemples. Pour la génération d'Oppenheim, au milieu des années 1960, la cause était entendue, l'assyriologie n'était plus une sorte d'excroissance des études bibliques. Dans les États-Unis d'alors, la question était de savoir si l'assyriologie devait être rattachée aux humanités ou à l'anthropologie, et le célèbre assyriologue de Chicago a vigoureusement pris position pour la deuxième solution. En Europe, la problématique fut différente. La plupart des pays conservèrent l'approche orientaliste traditionnelle, déguisée éventuellement sous le terme d'aire culturelle, Area Studies, mettant avant tout l'accent sur la maîtrise des langues. Dans les pays germaniques ou britanniques, on ne peut devenir assyriologue sans avoir étudié de façon approfondie au moins l'hébreu et l'arabe. La France, de ce point de vue, représente une singularité qu'elle partage avec certaines universités italiennes. L'assyriologie est une branche des études d'histoire ancienne et la spécialisation y intervient relativement tard au niveau du master. Vous me permettrez, arrivé à ce point, d'évoquer mon itinéraire personnel. Lors de mes études secondaires, j'aimais bien l'histoire et j'ai eu la chance de visiter la Turquie l'été de ma première, puis la Syrie et le Liban l'année suivante. C'est donc naturellement qu'une fois arrivé à l'université, j'ai choisi les options Orient ancien, alors offertes dès la deuxième année. J'y ai rencontré deux binômes d'enseignants. Jean Dehaye était titulaire de la chaire d'archéologie orientale, secondé par Jean-Louis Huot, tandis que Paul Garelli occupait la chaire d'histoire ancienne du Proche-Orient, ayant Jean-Marie Durand comme assistant. Pour mon sujet de maîtrise, il m'a fallu choisir. Les textes l'emportèrent, je ne l'ai pas regretté. Et j'ai eu par la suite la chance d'être effectivement successivement recruté par l'Université de Paris 1, puis le CNRS, à nouveau Paris 1, puis l'École pratique des hautes études et désormais le Collège de France. Mais je dois dire ma tristesse quand je constate que des jeunes talentueux n'ont aujourd'hui pas de telles aubaines. Les postes sont rares en effet. Au total, le nombre d'assyriologues titulaires dans un établissement supérieur d'enseignement ou de recherche en France est actuellement inférieur à 20. Et contrairement à l'Allemagne, les chercheurs contractuels se comptent sur les doigts d'une main. Il y a donc un paradoxe. Le nombre de spécialistes par pays est assez faible, et néanmoins des écoles nationales assez distinctes existent. La situation minoritaire de l'assyriologie dans chaque pays a toutefois comme corollaire un avantage considérable, celui d'une très large ouverture internationale qui a souvent des retombées positives. Un exemple parmi bien d'autres. Alors que l'étude du sumérien, relancée par Falkenstein après la Seconde Guerre mondiale, s'essoufflait à la fin des années 1970, il a fallu que des Japonais s'y intéressent pour qu'on s'aperçoive que l'approche antérieure était obérée par l'appartenance linguistique des chercheurs exclusivement indo-européenne. C'est alors qu'on a compris, par exemple, que les catégories actif-passif n'avaient pas de pertinence, le sumérien étant une langue ergative. Il faut le reconnaître, en dépit de nombreux efforts, le travail de l'assyriologue reste souvent méconnu. Le sentiment de découragement qu'il éprouve quelquefois est aussi nourri par la discipline elle-même, quand on mesure la lenteur avec laquelle les idées nouvelles font leur chemin. Dans un monde académique où la productivité devient un des principaux critères d'évaluation, on se demande parfois à quoi sert-il d'écrire encore si plus personne n'a le temps de lire ce qu'écrivent les autres. Autre souci, traditionnellement, un assyriologue doit maîtriser la lecture du français, de l'anglais et de l'allemand. Il est préoccupant de voir de plus en plus de bibliographies, d'ouvrages édités en Amérique du Nord ne mentionner que des publications en langue anglaise. Notre pratique scientifique est déterminée à la fois par l'histoire de notre discipline, par la formation universitaire reçue, mais aussi par les préoccupations de la société dans laquelle nous vivons.
Les thématiques étudiées sont parfois directement liées au contexte de leur époque. Je me rappelle combien j'avais été frappé lorsque je préparais au début des années 80 une étude sur les marchands babyloniens par l'article de Kochaker sur l'économie étatisée de Larsa, publié dans la Zeitschrift für Assyriologie en 1941 et dont la terminologie même montrait l'influence de l'économie de guerre. Plus récemment, j'ai signalé que la parution coup sur coup aux États-Unis de 2 ouvrages consacrés à la préhistoire de la démocratie dans le Proche-Orient ancien n'était peut-être pas sans rapport avec les débats outre-Atlantique sur la possibilité d'implanter des régimes démocratiques dans les pays actuels du Proche-Orient. La remarque m'avait paru évidente et pour tout dire assez banale. J'ai été étonné par l'incrédulité, voire l'indignation de certains collègues américains. Par ailleurs, la nécessaire lutte contre les stéréotypes ne doit pas conduire à des contre-vérités. C'est parfois malheureusement le cas. C'est ainsi que plusieurs spécialistes des gender studies ont vigoureusement critiqué l'emploi du mot prostituée s'agissant de la Mésopotamie. Pourtant, si on décrit le terme comme décrivant une personne qui s'adonne à des relations sexuelles tarifées, la prostitution existait bien en Mésopotamie. Au lieu de le nier, il faut alors inscrire cette activité dans le cadre plus général de la sexualité de l'époque, en effet bien différente de la nôtre. C'est sans doute là où le risque de l'anachronisme est le plus grand. Parler de l'amour libre à Babylone, comme l'ont fait certains, n'est pas sans danger. Reste que le statut de femme non mariée qui fréquente des hommes différents existait bel et bien, comme l'a montré un procès publié il y a quelques années. Autre exemple, la notion de harem. Nele Ziegler a très bien montré qu'il existait dans le palais de Marie un espace réservé aux femmes, clos par des portes, gardé à l'extérieur par des hommes et à l'intérieur par des femmes. Reprocher l'emploi du terme de harem pour décrire un tel espace, sous prétexte de lutter contre des fantasmes orientalisants, n'est guère productif. Le travail de l'assyriologue est multiforme, c'est ce qui fait une partie de son charme. Il se situe dans 4 lieux complémentaires. Le terrain où sont découverts les textes, les musées et collections où ils sont conservés, les bibliothèques qui donnent accès à la production scientifique et les centres de recherche où sont menés des travaux, souvent en collaboration. Dans le cas qui me concerne, les 2 derniers lieux sont confondus d'une manière très pratique, et c'est une des richesses du Collège de France que des bibliothèques spécialisées, comme celle d'assyriologie, fondée par Charles Fosset en 1936, pratiquement toutes les productions scientifiques depuis les origines y sont accessibles en libre accès et continuent d'y être acquises. L'activité de l'assyriologue peut être décomposée en 4 séquences. Ses recherches sur le terrain ou dans les musées, l'édition des documents, leur analyse et leurs commentaires, et enfin la présentation des résultats. Il faut commencer par une phase très importante, la découverte des textes sur le terrain. J'ai eu la chance de connaître les joies, mais aussi les difficultés, de l'épigraphie de terrain sur le site de Marie en Syrie, grâce à Jean Margueron et Jean-Marie Durand, et sur celui de Larsa en Irak, grâce à Jean-Louis Huot. Ce dernier me confiait le soin de dégager les tablettes, une tâche qui n'est nullement évidente. Devoir le faire soi-même est moins confortable pour un épigraphiste que de laisser faire autrui, quitte à protester ensuite sur l'état des tablettes après dégagement. L'épigraphiste doit être capable d'assurer lui-même le nettoyage et la consolidation des tablettes, même si l'intervention de conservateurs spécialisés est ensuite nécessaire. Il doit aussi être photographe. Un aspect essentiel de son travail est le remembrement des fragments. Il se fait en partie matériellement, par une sorte de puzzle en 3 dimensions, mais les fragments peuvent aussi être rejoints en fonction de caractéristiques comme l'écriture, l'emploi de tel nom ou de telle expression, etc. Le contenu d'une lettre qui retrouve son adresse acquiert une valeur infiniment plus grande. Ces travaux de terrain m'ont conforté dans l'idée que le contexte archéologique des documents écrits doit absolument être pris en compte, ce qui devrait être une évidence, mais est loin d'être la règle. Il est vrai que souvent, l'assyriologue travaille sur des tablettes conservées dans les tiroirs d'un musée, qu'elles proviennent de fouilles anciennes, de dons ou d'achats. Dans bien des cas, hélas, l'origine des documents est inconnue. On doit essayer de la retrouver et de rattacher les tablettes aux dossiers auxquels elles ont appartenu. Quand je préparais ma thèse de 3e cycle, j'ai été amené à remettre en cause l'unité du lot de tablettes du British Museum sur lequel je travaillais.
Cette centaine de textes avaient été publiés comme originaires de Telsifre, près de Larsa, résultant de fouilles menées par Loftus en 1854. En fait, un tiers de ces tablettes n'avait aucun lien avec les deux autres tiers. L'analyse des formulaires et une étude prosopographique me permirent de montrer que ces textes avaient en réalité été écrits à Our. C'est alors que je m'aperçus qu'au moment où Loftus fouillait à Telsifre, son compatriote Taylor travaillait à quelques dizaines de kilomètres à Our. Manifestement, leurs découvertes furent envoyées ensemble au British Museum, où elles furent par la suite confondues. Il est donc important de connaître l'histoire des collections, même si elle n'est pas toujours glorieuse. Récemment, Ben Foster a ainsi montré comment Clay, le premier conservateur de la collection de Yale University, une des plus importantes en assyriologie, avait procédé. Il achetait des lots entiers, gardait ce qui l'intéressait et revendait le reste à d'autres institutions, le bénéfice lui permettant de continuer ses achats. Le résultat est catastrophique, puisque de cette façon, des lots cohérents ont été dispersés entre des dizaines de collections américaines. Il faut donc procéder patiemment à la reconstitution des archives. Je citerai le cas qui m'occupe actuellement d'un riche propriétaire du temps du fils de Hammurabi, dont j'ai traqué les tablettes au Louvre, à Yale, à Chicago et même au Vatican. On découvre parfois des tablettes dans des collections improbables. L'an dernier, il m'a ainsi été donné de publier 3 tablettes conservées au musée Flaubert d'histoire de la médecine de Rouen. Le hasard joue parfois un rôle. C'est ainsi que j'ai pu, grâce à la belle-sœur d'un de mes beaux-frères, retrouver trace d'objets inscrits ramenés par Ernest de Sarzec, le fouilleur de Tello, dans son château de la Vienne. Vous me direz que ces voyages peuvent avoir un côté agréable, et je ne le nierai pas. Par exemple, j'ai séjourné jadis à Cannes pour travailler sur la collection que le baron de Liclama a léguée au musée de la Castre en 1877 et qui contient des tablettes qu'il avait acquises à Babylone. Mais cette dispersion des collections a de graves inconvénients, ralentissant souvent le travail de manière considérable. Décidément, l'expression courante de « donner » est inadéquate. Les documents ne sont pas donnés à l'assyriologue, ils sont lentement construits par lui. Une fois les tablettes en main, l'assyriologue travaille en plusieurs temps et, au fur et à mesure, intervient à chaque fois l'interprétation. Comment publier les tablettes ? 2 clans s'affrontent. Certains insistent pour qu'on reste fidèle à la tradition, consistant à copier à la main les originaux. Mais les avantages des photographies s'imposent peu à peu, maintenant que le coût de leur reproduction n'est plus un problème. Il serait cependant fallacieux de croire que la photo est plus objective que la copie. La question cruciale est en effet celle de l'éclairage. À cet égard, les premiers essais avec des scanners 3D se révèlent très intéressants. Le déchiffrement même de l'original, à la surface souvent endommagée, n'est pas neutre. Il est forcément fonction de ce que connaît le lecteur. D'où l'importance des collations. Bien souvent, à mesure que progresse la publication d'un corpus, il est nécessaire de revoir les originaux déjà publiés pour en améliorer la lecture. C'est une tâche que certains de nos prédécesseurs dans l'équipe de Marie ont eu un peu de mal à admettre. Elle ne signifiait pourtant pas qu'on remettait en cause leurs compétences ou leur probité. C'est tout simplement le progrès de la science. Ce progrès n'est toutefois pas automatique ni linéaire. Il ne suffit pas de venir plus tard pour lire mieux. Une fois acquise la lecture matérielle des signes, se pose le problème de leur transcription. Un même signe peut en effet avoir une ou plusieurs valeurs phonétiques, mais il peut aussi être un idéogramme, et l'on tombe parfois sur des idéogrammes rares dont il faut retrouver le sens, comme le fit Jean-Marie Durand avec le signe désignant le sel à Marie. On imagine les retombées de cette découverte pour l'étude des nomades et de leurs troupeaux qui ne pouvaient survivre sans cette denrée. Nos textes sont hélas le plus souvent cassés. Jusqu'où faut-il, dans nos éditions, restaurer les lacunes ? Certains ont fustigé les bold restorations, les restitutions audacieuses. Je dirais qu'il faut d'abord être capable de les proposer, ce qui suppose d'être complètement immergé dans son corpus. J'ai pu moi-même tester les limites de l'exercice. Ayant publié en 1990 une lettre dont le début était cassé, j'avais proposé 3 noms d'expéditeurs possibles et restitué les lacunes au début des premières lignes. 10 ans plus tard, j'ai eu la chance de retrouver le morceau manquant. Mes restitutions étaient parfois fausses. Au lieu du nom de Hammurabi, il y avait un pronom, mais il renvoyait bien au roi de Babylone.
L'essentiel du sens du passage avait été compris, et l'expéditeur était bien une des trois personnes que j'avais supposées. Il faut donc conjuguer imagination et rigueur, sans être sûr absolument du résultat. Et c'est un des points où les bases de données informatisées permettront de travailler de manière de plus en plus sûre en donnant la fréquence des co-occurrences. Dans tel corpus, on trouve tel mot employé de préférence avec tel autre, etc. Tout traducteur doit choisir entre une traduction littérale et une traduction moins proche du mot à mot, sans tomber dans l'excès des belles infidèles de jadis. Il navigue entre deux écueils, celui de l'anachronisme et celui de la paralysie qui conduit au refus de traduire. Prenons le mot de Choucaloum, qui désigne le membre le plus important de l'entourage royal. Faut-il traduire par Premier ministre? Il est vrai que le Choucaloum de Hammurabi avait un statut bien différent de celui de Manuel Valls. Traduire par vizir, fait oriental, mais ne résout nullement le problème. À ce compte-là, aucun de nos mots ne peut être utilisé pour décrire un aspect quelconque de la réalité antique. L'emploi même du terme de roi est trompeur. Hammurabi, même s'il a été comparé au soleil, n'avait pas grand-chose à voir avec Louis XIV. Il faut donc se contenter d'approximations dûment justifiées. Le philologue estime parfois que la traduction suffit pour donner le sens d'un texte. Ce n'est pas juste à mon avis. Mais une autre illusion consiste à croire qu'une fois achevé le travail de l'épigraphiste et du philologue, le travail d'interprétation de l'historien peut commencer. En fait, l'édition n'est pas et ne peut pas être neutre. Le travail d'interprétation a déjà commencé. Autrement dit, même si la philologie et l'histoire sont des disciplines distinctes, l'assyriologue doit maîtriser les deux au même degré. Ce souci est une des originalités de l'école française qui se remarque concrètement. Alors que la série, consacrée par Krauss aux lettres paléo-babyloniennes, ne comportait qu'une transcription, une traduction et des notes réduites au minimum, la collection des Archives royales de Marie a une structure différente. Elle repose sur une idée simple. La transcription suppose déjà des choix. La traduction est déjà grosse d'une interprétation. Il faut l'expliciter par un résumé et il faut aller jusqu'au bout en rédigeant un commentaire. Plus d'une fois, cette obligation de commenter que nous nous sommes imposés nous a conduit à des apories. Il a fallu revoir la traduction, parfois même l'établissement du texte. Certains collègues nous ont objecté « Votre commentaire vieillira ». Bien sûr, mais celui qui le lira comprendra pourquoi tel passage avait été traduit d'une façon qu'il faut éventuellement changer. Dans l'état actuel de la syriologie, l'idée que l'édition au sens strict soit plus pérenne que le commentaire est souvent illusoire. À ce travail doit s'ajouter ce qu'on peut appeler le décodage des textes. C'est clair quand on a affaire à des genres aussi spécifiques qu'un hymne, une épopée ou une inscription commémorative. Mais c'est vrai aussi pour des genres a priori plus proches des nôtres, comme la correspondance. Là se trouve un vrai danger, celui de l'apparente familiarité que donne la lecture des lettres. Il n'y a sans doute pas d'illusion plus grande, c'est le piège de l'ethnocentrisme. Depuis les travaux de Michel Foucault, notamment, le monde savant a compris qu'il ne peut pas y avoir de représentation fidèle d'une civilisation. Il ne peut y en avoir que des approches successives, inévitablement tributaires de leur propre enracinement culturel. Il existe encore sur ce point des traditions nationales assez fortes en assyriologie. Mais les divergences d'approche sont aussi une question de caractère. On pourrait distinguer deux catégories de spécialistes. D'abord les sages, comme Thureau d'Angin ou de nos jours Miguel Civil, qui se consacrent avant tout au déchiffrement et à l'édition des textes. L'autre catégorie est celle des courageux, comme Meissner ou Oppenheim, qui acceptent en plus de livrer la bataille pour la synthèse et qu'il faut bien sûr reprendre à chaque génération. J'avoue avoir choisi mon camp. En dépit de titres célèbres, nous ne pourrons jamais ressusciter Babylone. Ce que l'assyriologue peut offrir, c'est un discours de plus en plus riche sur la civilisation mésopotamienne, qui change constamment, à la fois en fonction des matériaux disponibles, de plus en plus nombreux, et des centres d'intérêt des savants modernes. La relecture des textes connus et la publication des nouveaux documents ne doivent pas être opposées. Ces deux activités s'enrichissent mutuellement, et j'espère, à partir de la semaine prochaine, pouvoir le montrer à ceux d'entre vous qui souhaiteraient continuer à m'écouter. Comparé aux études sur l'Antiquité dite classique, qu'on peut faire remonter à la Renaissance, l'assyriologie est une discipline plutôt jeune. On ne comprend les textes cunéiformes que depuis un siècle et demi.
Il y a énormément de travail à entreprendre. Même les textes les plus célèbres de la littérature mésopotamienne, bien que souvent traduits, n'ont reçu qu'assez récemment une édition critique, comme l'épopée de Gilgamesh ou le poème babylonien de la création. Aucun dictionnaire de babylonien en français n'existe encore, et beaucoup de nos instruments de travail sont obsolètes. Je voudrais maintenant tracer quelques perspectives de développement qu'on peut espérer dans la décennie qui vient. Les progrès viendront, me semble-t-il, d'une maîtrise accrue d'un corpus en expansion, mais aussi du renouvellement de nos questionnements et enfin d'études pluridisciplinaires. L'assyriologue dispose d'une documentation de première main inégalée dans toute l'Antiquité. Les documents d'archives et de bibliothèques originaux se comptent par centaines de milliers grâce à la longévité des tablettes d'argile. L'argile est la malédiction des archéologues. Les bâtiments étaient en Mésopotamie le plus souvent construits en briques crues qui se conservent mal. L'argile est au contraire la bénédiction des épigraphistes, car les tablettes faites dans cette matière résistent plutôt bien. Ce support a toutefois un inconvénient, sa masse par rapport à la quantité d'informations qu'on y trouve. L'histoire de l'écriture montre comment ce rapport a changé de manière considérable au fil du temps. Cependant, ni le feu ni l'eau n'ont eu raison de nos tablettes, qui seront toujours là dans quelques milliers d'années. Songeons que nos disquettes d'il y a 20 ans ne sont même plus lisibles aujourd'hui. Quelle est la caractéristique principale de l'assyriologie au sein de l'histoire ancienne? Avant tout, ses très riches archives. Textes juridiques, lettres, documents de comptabilité, qui émanent non seulement des milieux proches du roi, mais aussi des simples particuliers. Alors que la correspondance d'Alexandre, par exemple, est en bonne partie apocryphe, nous avons retrouvé des dizaines, voire des centaines, ou même des milliers de lettres adressées aux rois de Mari ou d'Ougarit au deuxième millénaire avant notre ère, aux empereurs assyriens comme Sargon au premier. Nous avons aussi les originaux des lettres échangées entre les pharaons égyptiens et les souverains hittites d'Anatolie. Les archives du monde classique ne sont connues que par des cas exceptionnels, si l'on met de côté l'Égypte et ses papyri. Je citerai par exemple le panier de 170 tablettes de cire découvert en 1959 près de Pompéi, qui nous a livré une partie des archives d'hommes d'affaires du 1er siècle de notre ère, ou encore les tablettes de bois inscrites à l'encre découvertes en Angleterre, publiées en 1983 et qui contiennent notamment des lettres reçues par les membres d'une garnison romaine. L'assyriologue ne peut s'empêcher de sourire en voyant l'excitation de ses collègues devant de pareilles découvertes. Des archives de ce genre, c'est son pain quotidien. Et chaque année, le flux des publications nouvelles est constant. Rien que pour l'époque de Hammurabi, 500 nouveaux textes sont en moyenne publiés chaque année. La moisson est abondante, les ouvriers trop peu nombreux. C'est ce qui explique que nos plus gros lots de textes soient toujours en cours de publication. Tel est le cas des archives d'Ebla, exhumées par une mission italienne en 1975. C'est vrai aussi pour les archives du Palais de Mari, découvertes entre 1934 et 1938, qui ne comptent pas moins de 20 000 tablettes et fragments. Elles ont été et continuent d'être une des grandes affaires de ma vie scientifique, dans le sillage de François Thureau d'Angin, Georges Dossin, Maurice Biraud et Jean-Marie Durand. L'une des difficultés actuelles consiste à se livrer à des travaux de synthèse alors qu'encore plus du tiers des archives demeurent inédits, même si nous en possédons, heureusement, une couverture photographique et des transcriptions préliminaires à peu près complètes. Faut-il définir comme priorité les études ou l'achèvement de la publication des inédits? Sans doute les deux sont-ils à mener parallèlement. Nous avons nourri un temps l'illusion que la publication allait s'accélérer avec l'accroissement de nos connaissances. C'est le contraire. Placer un texte nouveau dans son contexte devient une tâche de plus en plus complexe lorsque le corpus publié atteint les 10 000 documents. D'où l'importance de projets comme Archibab pour s'y retrouver. Pour traiter une telle masse de données, le recours à l'informatique s'impose en effet. Pierre Briand a été un pionnier en ce domaine au Collège de France avec son site Akéménet. Ce qui est devenu indispensable, ce ne sont pas seulement des bases de données documentaires, mais de véritables outils de recherche conçus par et pour des assyriologues. Tel est le cas d'Archibab, base dédiée à l'étude des archives babyloniennes de la première moitié du deuxième millénaire. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être organiste. La suite fut différente, mais je ne peux m'empêcher de penser que mon goût pour la programmation a quelques rapports avec ce rêve d'enfance. L'instrument informatique créé pour le programme Archibab n'est pas sans analogie avec un orgue de quelques milliers de tuyaux. On se console comme on peut, si j'ose dire. La programmation est, selon mon expérience d'autodidacte, un mélange de rigueur logique et de ruse. Face à un obstacle infranchissable, comment parvenir à le contourner?
L'instrument est désormais au point, on pourra par la suite lui ajouter de nouvelles fonctionnalités, le plus urgent est de lui fournir toujours plus de données. Si je poursuis la métaphore de l'organiste, je ne suis heureusement pas seul, comme le capitaine Nemo à bord du Nautilus. Je bénéficie de la collaboration enthousiaste de toute une équipe que je tiens à remercier ici du fond du cœur. Par ailleurs, de nombreux assyriologues, en France, en Europe et au-delà, ont également contribué activement à l'enrichissement de la base. Mais il faut continuer à recruter des personnes, et je suis très reconnaissant au Collège de France de m'avoir d'ores et déjà procuré de nouveaux moyens qui assurent la pérennité de l'opération. Le recours accru à l'informatique devrait permettre de pratiquer davantage une approche quantitative. L'abondance des données chiffrées n'a été que trop peu exploitée par les assyriologues, en particulier pour des études économiques. Il faut poursuivre dans la voie qu'avait ouverte mon maître Paul Garelli. Il est vrai que nous n'avons bien souvent que des échantillons partiels. Néanmoins, il est possible de proposer des modèles à partir de ce dont nous disposons. Je songe par exemple aux effectifs de l'armée de Marie, connus non par un récit, qui pourrait être suspect, mais par un document d'enrôlement des soldats dont les données chiffrées recoupent celles de comptes de bronze du palais, qui portent en grande partie sur l'armement. Bien entendu, la mise à disposition de ces sources n'a d'intérêt que si on les soumet à un questionnement adéquat. En 1943, Lucien Febvre disait dans son cours au collège « Le document, c'est tout ce qui peut servir à reconstituer le passé. Et la liste de ce qui peut servir à reconstituer le passé s'accroît chaque jour, s'augmente chaque jour, grâce à l'ingéniosité, grâce à la curiosité d'esprit, grâce à l'imagination de l'historien. D'une série de faits muets, faire des faits parlants. D'une série de faits sans rapport apparent avec l'histoire des hommes, faire autant d'indices, voilà le grand travail de l'historien. » On peut donner ici l'exemple des repas du roi dans les archives de Marie. On a commencé à publier en 1957 ces petites tablettes qui comptabilisent au jour le jour les quantités de céréales dépensées sous forme de pain, bouillie, gâteaux, etc. pour les repas du roi et de ses commensaux. L'intérêt de ces centaines de documents pour l'histoire de l'alimentation s'est vite révélé limité vu leur caractère répétitif. Cependant, ces textes sont datés. Leur classement n'avait pas pu être fait de prime abord, car la chronologie a dû être patiemment reconstruite, faute de liste. Mais une fois cette mise en ordre effectuée, on s'est aperçu de lacunes dans les séries. Elles correspondaient au moment où le roi n'était pas dans sa capitale. En l'absence de chronique, on avait donc là, en négatif en quelque sorte, les dates des campagnes militaires de Zimrilim. Nélé-Ziegler a retrouvé le nom des 2 femmes scribes qui ont écrit ces centaines de documents comptables dans le service des cuisines du palais. Beltilamassi et Ishtar Shamshi seraient bien surprises de savoir ce que l'historien retire aujourd'hui de leur travail. Faire dire au texte ce pourquoi il n'était absolument pas fait, c'est une des tâches du chercheur et une source de satisfaction quand l'enquête aboutit. L'assyriologue ne cesse de réfléchir sur la nature de ces documents. Pourquoi les textes ont-ils été écrits? Comment et pourquoi ont-ils été conservés? Mais il lui faut aussi, bien souvent, penser le problème de l'absence de source. Est-elle signifiante ou est-elle due au hasard? Ce qui nous est connu est-il représentatif de ce qui a existé? Un cas exemplaire est formé par le contraste entre la fin du IIIe millénaire, où l'on possède des milliers de textes, des dizaines de milliers de textes, écrits par des bureaucrates au service des rois d'Our, dans quelques dizaines d'entrepôts et autres ateliers, et le début du IIe millénaire, marqué par la multiplication des archives familiales. Cette inflexion significative des sources écrites reflète-t-elle une transformation sociale, avec le passage d'une économie de type étatique à une autre où l'initiative privée était plus importante? On a certaines raisons de le croire, mais il ne faut pas non plus oublier qu'aucun quartier d'habitation de la fin du IIIe millénaire n'a été fouillé. Les interrogations du monde contemporain ne sont pas sans influencer la recherche. Nos craintes pour l'environnement nous conduisent à nous interroger sur l'influence des changements climatiques dans l'Antiquité, sans retomber dans un déterminisme d'un autre âge. L'assyriologue peut apporter une contribution à ces recherches. Autre exemple, les études portant sur les techniques d'archivage et la circulation de l'information. Il est certain que l'intérêt actuel pour ces questions est directement lié à la révolution que nous sommes en train de vivre. Une lettre découverte dans le Zagros et datant du XVIIIe siècle avant notre ère est un bel exemple d'expression du sentiment de proximité qu'éprouvèrent les anciens grâce à la correspondance qui était dans ces régions et à cette époque un phénomène nouveau. « Boulatal m'a apporté de tes nouvelles et je me suis beaucoup réjoui. J'ai eu l'impression que toi et moi, nous nous étions rencontrés et embrassés. Et moi-même, je vais bien, réjouis-toi. »
En lisant ce passage, on sourit en songeant au sentiment analogue que beaucoup de nos contemporains ont éprouvé au moment où le courrier électronique s'est développé. Une de nos principales difficultés pour étudier la Mésopotamie, c'est qu'on a affaire à une civilisation qui n'a pas tenu de discours sur elle-même. Les principes ne sont nulle part formulés, ils restent implicites. C'est à nous de les dégager des textes où ils sont mis à l'œuvre. Doit-on décrire les malheureux Mésopotamiens comme incapables d'abstraction? Ils ont découvert le théorème de Pythagore, disait-on, mais n'ont pas su en donner une formulation. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils avaient mis au point une méthode très subtile pour résoudre les problèmes algébriques par la géométrie. L'étude de tout leur recueil, qu'il s'agisse de droit, de divination ou de médecine, montre que leur raisonnement se base sur des études de cas, au lecteur de se livrer aux généralisations nécessaires. Roger Chartier s'est fait l'avocat d'une histoire culturelle qui soit avant tout celle des pratiques. Cette nécessité s'impose aussi bien pour la Mésopotamie antique que pour l'Europe moderne. Les études sur la divination se sont pendant longtemps attachées pour l'essentiel à analyser les grands recueils divinatoires. Jean-Marie Durand a eu l'extrême mérite d'étudier la pratique des devins en identifiant et publiant, au sein des milliers de lettres des archives de Marie, les dizaines de missives qu'ils ont écrites ou qui les mentionnent. Connaître avec précision leur statut social et leur manière de procéder enrichit considérablement notre connaissance de ces personnages qui jouaient aussi un rôle clé dans la vie politique. Le CNRS nous invite à dépasser les frontières. Et il est vrai que c'est souvent ainsi que des progrès sont possibles. La tradition veut qu'un assyriologue soit capable de lire des textes de toutes époques et genres. Jean-Marie Durand m'y a entraîné jadis quand nous écumions les collections de province à la fin des années 1970, avant qu'ils ne prennent en charge les archives de Marie. Un double constat s'impose. On ne peut désormais éviter une spécialisation croissante, mais les découvertes se font souvent par le croisement de savoirs provenant d'autres époques ou d'autres genres littéraires que ceux que l'on fréquente le plus souvent. Autrement dit, même si on ne publie que dans un domaine plus restreint, il faut continuer à lire de façon large. C'est une règle que je me suis toujours imposée et que je continue à conseiller de suivre aux plus jeunes. En ce qui concerne la syriologie, la première des frontières est la répartition des textes en genres. On est spécialiste de littérature ou de textes religieux ou des documents d'archives. Pourtant, bien des découvertes montrent que ces différentes catégories de textes se trouvaient mêlées dans des ensembles signifiants. C'est ce que j'ai pu mettre en évidence dans ma thèse d'État sur le clergé d'Our. Une des maisons proches du principal sanctuaire de la ville était particulièrement intéressante. Les contrats et les lettres montraient qu'elle avait été habitée par 2 générations de purificateurs. On y a aussi retrouvé de nombreux textes religieux, dont plusieurs hymnes, pour lesquels il n'existe aucun duplicat. Il ne s'agissait pas d'œuvres traditionnelles, mais de compositions de circonstances liées à la venue du roi dans le temple auquel ces purificateurs étaient rattachés. Il faut continuer à travailler sur les ensembles de textes tels qu'ils ont été découverts sans les segmenter artificiellement. Autre frontière à dépasser, celle imposée par les découpages chronologiques traditionnels. L'assyriologue travaille sur la longue durée, puisque les tablettes les plus anciennes remontent aux alentours de 3200 avant Jésus-Christ, alors que la tablette datée la plus récente est de 61 de notre ère. À mesure que progressent les découvertes, cette amplitude chronologique révèle toute sa richesse. Ainsi, la littérature sumérienne n'a été pendant longtemps connue que grâce à des manuscrits du XVIIIe siècle. On peut désormais les comparer, dans certains cas, non seulement avec des copies plus tardives, mais surtout avec leurs précurseurs des environs de 2400. À l'intérieur de ces 3 millénaires, il faut bien définir des phases. Dans certains cas, la césure est nette, par exemple pour le passage de la fin du 2e millénaire au début du 1er. Pendant plusieurs siècles, nous n'avons quasiment aucun texte. Cela s'explique par l'effondrement momentané des pouvoirs monarchiques, tant en Babylonie qu'en Assyrie, au profit des chefs de tribus araméens qui s'imposèrent alors. Les traces matérielles de cette époque sont également très évanescentes. On a davantage de doutes pour la césure du 2e millénaire, entre 1600 et 1450. Ces 150 ans pour lesquels nous n'avons aucun texte, ont-ils réellement existé ou faut-il adopter une chronologie courte qui abaisse d'1 siècle le règne de Hammurabi ? Le débat est toujours très vif à ce sujet. Il faut arriver à un consensus sur la chronologie absolue. Travailler dans la longue durée permet de tracer de larges perspectives. Lors de leur avènement, les rois babyloniens de la dynastie d'Hammurabi remettaient les dettes de leurs sujets par une mesure appelée Andurarum.
Pendant longtemps, ces édits ont été essentiellement connus par des textes babyloniens de la première moitié du deuxième millénaire. Se posait le problème des liens avec les écrits bibliques beaucoup plus récents relatifs à des mesures analogues d'aurore. Il a été démontré que la pratique de l'Andurarum s'est en fait poursuivie en Mésopotamie jusqu'à l'époque néo-assyrienne. Du coup, le cheminement de l'influence mésopotamienne vers les textes de la Torah devenait plus clair. J'ajouterai qu'en raison des prescriptions bibliques, des mesures du même genre ont été prises par les souverains français au Moyen Âge. Des prérogatives régaliennes, comme le droit de grâce, ont été liées au statut présidentiel au début de la Troisième République. On aboutit à ce constat lorsque les présidents de la Ve République, après leur élection, faisaient voter l'amnistie des amendes liées à diverses infractions, ils ne faisaient que poursuivre une pratique remontant à Hammurabi et même au-delà. Les recherches de l'assyriologue ont, je dirais par définition, un caractère pluridisciplinaire. Elles relèvent de l'histoire et de la philologie, bien sûr, mais aussi du droit, de l'économie, des sciences des religions, de l'archéologie, etc. Il convient de souligner l'importance du recours à des disciplines extérieures qu'il faut bien entendu adapter à notre documentation. Je me limiterai au cas de la diplomatique. L'assyriologue a beaucoup à apprendre des médiévistes dans leur analyse rigoureuse des caractères externes et internes des documents. Le cas des textes découverts à Terka est à cet égard très intéressant. Pendant longtemps, on les croyait tous contemporains des successeurs de Hammurabi en raison de critères avant tout philologiques. On y trouvait mention des mesures royales d'Andurarum, les contrats étaient datés par des noms d'années, etc. Finalement, c'est l'analyse stylistique d'une empreinte de sceau qui a permis de revoir la datation, la prise en compte des scellements, mais aussi de la paléographie et de la mise en page des tablettes, a conduit à reconnaître deux lots, l'un antérieur à 1600 et l'autre postérieur. Bien souvent, l'assyriologue seul ne peut pas réunir toutes les compétences, d'où l'importance des collaborations. J'évoquerai d'abord le travail avec les juristes, au premier rang desquels je citerai Sophie Desmar-Lafont et son projet des droits de l'Orient cunéiforme. Les recherches de géographie historique supposent également des collaborations, non seulement entre philologues et archéologues, mais aussi avec des géographes et désormais des géo-informaticiens. Les projets successifs, dirigés par Nele Ziegler et Eva Kanchik-Kirschbaum sur la Haute-Mésopotamie du deuxième millénaire, ont d'ores et déjà donné de nombreux résultats. L'un des plus étonnants à mes yeux est la détermination des routes suivies par les armées ou les caravanes de marchands grâce à l'estimation des coûts de transport les plus bas en fonction de la topographie, combinée avec le relevé des points d'eau. La distance qui nous sépare des anciens Mésopotamiens rend parfois difficile l'empathie que l'historien doit éprouver à l'égard de son objet d'étude. Cependant, le comparatisme peut, dans une certaine mesure, aider à réduire ce fossé. Par exemple, pour essayer de comprendre le soin donné au statut de divinité, l'observation de ce qui se pratique encore de nos jours en Inde peut être d'une grande aide. L'apport de l'ethno-archéologie est parfois considérable, y compris pour l'étude de la littérature. Jeremy Black a ainsi pu mettre en parallèle, de façon saisissante, les photos prises par Thesiger dans les années 1950, quand il résidait dans les marais du sud de l'Irak, avec certains passages de la poésie sumérienne. On a vu comment l'assyriologie s'est progressivement dégagée des études bibliques. Aujourd'hui, elle permet aux biblistes de mieux comprendre l'arrière-plan culturel dans lequel s'est développé le corpus qu'ils étudient. Les colloques organisés ici même par Thomas Römer et Jean-Marie Durand ces dernières années l'ont bien montré. Par exemple, un phénomène comme le prophétisme ne peut plus être étudié sans l'analyse des prophéties syriennes du XVIIIe siècle avant notre ère. Certaines recherches sur la littérature mésopotamienne ne sont pas sans surprise, dont les spécialistes des écrits bibliques doivent mesurer la portée. On avait estimé, par exemple, que le prologue de l'épopée de Gilgamesh était un ajout des éditeurs du temps d'Assurbanipal. Les fouilles d'Ougarit ont fourni récemment un manuscrit du XIIIe siècle qui comporte déjà les 28 lignes qu'on avait supposé ajouter 6 siècles plus tard. Pour certaines œuvres, l'assyriologue a l'avantage de disposer non seulement de l'édition finale, mais aussi des traces intermédiaires, parfois sur plus d'un millénaire. L'assyriologie, à quoi bon ? On connaît la réponse de Jean Bottero, qui prétendit faire l'apologie d'une science inutile. Mais derrière cette prétendue gratuité du savoir se cachait un autre dessein qui apparaît quand il parlait des tablettes cunéiformes comme de nos plus vieux papiers de famille. Il s'agissait en fait de mieux connaître les origines de notre civilisation. On peut en effet souligner l'héritage que nous a légué la Mésopotamie. Les astronomes grecs n'ont jamais caché ce qu'ils devaient aux savants chaldéens.
Et le système décimal de la Révolution française n'est pas venu à bout de la division du jour en 24 heures qui est d'origine babylonienne. Mettre l'accent sur ces héritages part d'une intention louable, mais réintroduit par la fenêtre l'européocentrisme qu'on croyait avoir évacué. Cela conduit par exemple à une vision téléologique de l'histoire de l'écriture, vue comme allant des balbutiements des idéogrammes sumériens à la perfection de l'alphabet grec. L'assyriologie, à quoi bon? Quand je songe aux travaux d'Alain Fischer, élu au Collège de France en même temps que moi, je mesure ce que ma discipline peut avoir de dérisoire. Il y a 17 ans, son équipe de l'hôpital Necker sauvait la vie à un de mes neveux grâce à une greffe de moelle. Mais je retiens aussi ce que Serge Haroche, juste après avoir reçu le prix Nobel, répondit aux journalistes qui l'interrogeaient sur les applications de ses travaux. Il mit l'accent sur l'importance de la recherche fondamentale, et il l'a fait à nouveau tout à l'heure dans son introduction. C'est une des caractéristiques essentielles de l'homme que la curiosité gratuite, assortie de questions telles que « D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous » L'assyriologue peut apporter une contribution substantielle à l'humanisme ainsi entendu. On pourrait ajouter qu'il faut tenter de rendre aux peuples du Proche-Orient une vision non biaisée de leur passé. Ce n'est pas à l'assyriologue de dire comment résoudre les conflits d'aujourd'hui, mais il peut rappeler qu'en dépit des fondamentalistes de tout genre, il n'y a pas de civilisation pure. La civilisation mésopotamienne est essentiellement hybride ou métissée, comme on voudra, sumérien et akkadien au départ, assyrien et babylonien, plus proches, mais en rivalité, ont coexisté sur cette terre, non sans conflit parfois, certes, mais de façon finalement fructueuse. C'est sans doute une des leçons d'actualité que peut donner l'assyriologie. Alors à quoi bon? La meilleure réponse possible est sans doute, dans la perspective d'une histoire globale, l'assyriologue contribue à étendre la gamme des sociétés qu'il est possible d'étudier. Après tout, il s'agit quand même des plus vieilles archives de l'humanité. Certains d'entre vous connaissaient déjà leur intérêt. J'espère en avoir convaincu les autres, et je vous remercie tous de votre attention.